Chat regarda Hervé, et sourit. Allez, on se casse. T'as vu le nouveau poster de l'Accentia? Hervé soupira. L'enfer, c'était les autres. Et surtout Jean-Claude. Fin de la partie 1. Machine à broyer. Partie 2, la valse des pantins et les cœurs en solde. Chapitre 8, l'art délicat du suicide professionnel. Le lundi matin avait cette saveur particulière de cendre froide et de désespoir mal digéré. Dans le hall d'accueil, un jeune homme, le visage frais et l'ambition en bandoulière, attendait. Il s'appelait Robin Pascal. Il était là pour le poste de commercial, une proie idéale pour la faune locale. Hervé, flairant la chair fraîche comme un requin sans une goutte de sang dans l'océan, s'approcha du candidat avec un sourire mielleux. Il venait de comprendre que ce petit jeune allait rencontrer le terrible Jean-Guy Le Saintrec. Une idée perverse germa dans l'esprit du syndicaliste. « Dites-moi, c'est pour vous qu'est ce nouveau commercial. » Enfin, qui venait pour le poste, demanda Hervé, feignant la bienveillance. « Ouais, si, c'est ça, » répondit le jeune Robin, innocent. Hervé posa une main paternelle sur l'épaule du candidat. « Si je peux vous donner un conseil. Il faut jamais chercher à l'esquiver. Toujours le prendre de face. C'est un mec qui adore les rapports de force. » Le jeune homme écarquilla les yeux, buvant les paroles de ce vétéran de la guerre économique. « Donc, s'il m'agresse, je lui rentre dedans tout de suite ? » ?»« Exactement. Comme ça, il saura que vous avez du caractère. Et là, il vous respectera. » Hervé s'éloigna, retenant un rire sardonique, laissant le pauvre Robin se préparer mentalement à un combat de coq. Quelques minutes plus tard, Jean-Claude Convenant, qui passait par là et qui avait tout entendu, ou presque, décida d'ajouter sa pierre à l'édifice de la catastrophe, mais avec une stratégie diamétralement opposée, juste pour le plaisir du chaos. « Si vous l'esquivez pas, vous allez droit dans le mur, » chuchota Jean-Claude au candidat, contredisant totalement Hervé. Avec lui, il faut jouer la carte de la soumission. Quitte à pas faire ce qu'il dit après. Mais bon, en tout cas, jamais de conflit direct. Sinon, il va vous laminer. C'est un pur scorpion, ajouta Jean-Claude avec l'air entendu de l'expert en astrologie managériale. Le candidat, désormais totalement perdu entre l'agression frontale et la soumission totale, entra dans le bureau de Jean-Guy comme un animal traqué. L'entretien fut bref, brutal et tragiquement comique. Robin, tentant une synthèse impossible des deux conseils, finit par insulter Jean-Guy tout en s'excusant platement, scellant son destin avant même d'avoir signé le moindre contrat. Jean-Claude et Hervé, spectateurs de l'éjection du candidat quelques minutes plus tard, commentèrent la scène avec philosophie. « C'est incroyable, ça, hein. C'est le troisième qui avait de mental. C'est vrai qu'il y en a qui sont un peu toc-toc. » Chapitre 9, la mallette, le facho et le progressiste. La politique s'invita à la machine à café sous la forme d'une rumeur persistante. Hervé, dont l'antenne paranoïaque captait toutes les fréquences du complot, avait aperçu une silhouette familière dans le bureau du président. « J'ai l'impression que je l'ai déjà vu. C'est plutôt un candidat aux élections. La cinquantaine, dégarni. Pas très beau, un grand nez, » décrivit Hervé à Jean-Claude. Jean-Claude, dont la culture politique se limitait aux gros titres de la presse à scandale, fronça les sourcils. Un grand nez ? Mais c'est Thomasin, ça. C'est Thomasin. Une fripouille d'extrême droite, s'exclama Hervé, soudainement investi d'une mission citoyenne. Hervé jubila. Il tenait enfin la preuve de la collusion entre le grand capital, leur patron, et les forces obscures de la nation. J'ai vu lui échanger une mallette avec le président. Le président qui finance la campagne de ce gros porc de facho. Avec l'argent de la boîte, hein. Jean-Claude, pragmatique, voyait les choses sous un autre angle. C'est une belle envie de fric. Par contre, pour nous rembourser les notes de frais. Il n'y a personne, grommela-t-il. Tu vois, si je le croise, moi, je vais lui donner un don, ironisa Hervé, mimant une confrontation héroïque qu'il n'aurait jamais le courage de mener. C'est alors que la porte du bureau directorial s'ouvrit.
L'homme au grand nez sortit, accompagné du président. Il se dirigea vers la machine à café, souriant, la main tendue. « Alors, on travaille ici ?» demanda l'homme politique avec cette fausse bonhomie des campagnes électorales. Hervé se figea. Jean-Claude, obséquieux par réflexe, s'écrasa. « Dis donc que je vais prendre un petit café. Café noisette, en plus. C'est une spécialité de la machine », s'extasia le candidat. L'homme politique, loin d'être le monstre décrit par Hervé, invita tout le monde à son meeting. « Je compte sur vous pour le meeting de vendredi. En plus, il y a la télé, il faut venir nombreux. Et vous êtes la bienvenue aussi, mademoiselle, dit-il en s'adressant à Jeanne. Une fois l'homme parti, Jean-Claude éclata de rire, tapant sur l'épaule d'un Hervé livide. Espèce de gourde. C'est pas Thomasin, c'est Ferry. C'est toi qui m'as déjeté Thomasin. Ce type, je colle des affiches pour lui depuis un mois. Hervé venait de confondre l'ennemi juré de la démocratie avec le candidat de gauche, un ancien ouvrier, un type très bien, un progressiste selon ses propres critères habituels. C'est tellement bien, hein, que ça t'aime plus, que la boîte finit dans sa campagne maintenant. Mais c'est du don, ça. C'est pas du financement occulte, tenta de justifier Hervé, pris au piège de ses propres contradictions idéologiques. La mallette de billets ne le dérangeait plus tant que ça, maintenant qu'elle servait la bonne cause. L'hypocrisie d'Hervé venait d'atteindre un nouveau sommet, aussi vertigineux qu'inaccessible. Chapitre 10 – L'amour est un papier tue-mouche. Dans un coin plus intime de la salle de pause, Jeanne, la collègue au cœur d'artichaut et à la vie sentimentale digne d'une tragédie grecque discount, racontait ses déboires à Maëva. Elle avait rencontré quelqu'un. Un homme riche. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. On était allé manger des huîtres. Il est riche. Tu vois le papier tue-mouche ? Ah, le truc qui colle. Là, les mouches vont se scratcher dessus. C'est lui. Il est dans le monde entier, expliqua Jeanne, oscillant entre fierté et dégoût. L'homme, le roi du ruban adhésif pour insectes, l'avait ébloui avec sa jaguar. Il m'a ouvert la porte. Il m'a dit que j'étais belle. Le début de soirée est merveilleuse, soupira-t-elle. Il a couché avec la petite, demanda Maëva, toujours terrax en drafter. Non. C'est après. Le drame s'était joué dans la chambre à coucher. Non pas sur le plan de la performance, mais sur celui de l'astrologie, ce qui, pour Jeanne, était bien plus grave. On discute sur l'oreiller. Pour me dire qu'il était Scorpion. Et ascendant Scorpion. Quelle horreur. Comme Jean-Louis. Comme ce connard d'ex-mari. Ça marchera jamais, pleurnicha Jeanne. Hervé, qui écoutait d'une oreille distraite tout en lisant l'Humanité, qu'il achetait pour se donner une conscience, intervint avec son cynisme habituel. Moi, j'aurais préféré qu'il ait un petit truc, un petit problème, mais qu'on puisse le changer. Un alcoolique. Ah ouais, un alcoolique, c'est pas mal ça, suggéra Théil. La conversation dériva vers Baptiste, une nouvelle cible potentielle de Jeanne. Il est né le même jour que mon frère. Il est célibataire, s'enthousiasma Théel. Hervé, sentant une opportunité de manipuler Jeanne ou simplement de s'amuser, proposa son aide. Si tu veux, je peux t'organiser un dîner aux chandelles, bien arrosé, il viendra. Je sais exactement son ordonnance. C'est un bon coup. Il a attrapé tout le monde dans mon village. Même mon cousin, lâcha-t-il sans ciller. Jeanne, désespérée, accepta l'aide empoisonnée d'Hervé. T'es un vrai ami, Hervé, dit-elle avec une gratitude qui fit presque pitié aux syndicalistes. Mais Hervé consulta sa montre, fit un calcul mental rapide et porta le coup de grâce astrologique. Attends. Il est né à 10h35 ? Ascendant Scorpion. Non. À 2 minutes près, il avait la lune en Vierge. Ça tient à rien, hein ? C'est con, hein ? Jeanne s'effondra intérieurement. Le karma, ou peut-être juste la stupidité humaine, avait encore frappé. Chapitre 11 – Le spleen du service archive.
L'atmosphère devint soudainement plus lourde avec l'arrivée de Pascal, l'archiviste.